Donc, pour cette troisième présentation, je vous présente Lindsay Moacho, étudiante au doctorat en sciences de l'eau. Et, fun fact, elle apprécie particulièrement les escargots. D'ailleurs, c'est sur quoi porte son projet, puis elle en a un élevage d'escargots à la maison. Donc, elle aime quasiment plus les escargots que son chat, qu'elle dit. Donc, le titre de sa présentation s'appelle « Microplastique, macro-problème ». Donc, on l'accueille avec beaucoup de bruit. Merci pour la présentation. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de microplastique et on va essayer de voir en quoi ça peut être ou non un macro-problème. Alors, les microplastiques, on peut les considérer comme un peu des polluants sans frontières, dans le sens où on les retrouve partout dans notre environnement. On documente leur présence depuis la fin des années 60, début des années 70. Ils sont vraiment partout et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de voir si on part sur les mêmes bases. Qu'est-ce qu'un microplastique ? J'imagine que vous vous en doutez, mais on va le rappeler, ça ne fait pas de mal. Ça va être un polymère plastique dont la plus grande dimension va être inférieure à 5 mm. Et c'est un polluant assez varié dans le sens où ça peut varier en termes de taille, de forme, pardon. On peut avoir des fibres, des mousses, des fragments. Ça peut varier en termes de taille, ça peut être 5 mm et moins, en termes de composition, etc. Donc on a une multitude de microplastiques qu'on retrouve dans notre environnement depuis le siècle dernier. Et ça s'explique par la multitude de sources. On va avoir ce graphique qui nous montre les différentes sources de microplastiques dans l'environnement. La source qui va le plus vous parler va être la source de l'industrie du textile. On retrouve du plastique dans la composition de vos vêtements et à force d'usure, on retrouve des polymères plastiques dans la fabrication de vos vêtements. Et à force d'usure, ça va générer des microplastiques qui vont se retrouver dans l'environnement et qui vont avoir pour destination finale nos écosystèmes d'eau douce. Une fois dans nos écosystèmes, quels vont être leurs devenirs ? Alors, ils peuvent être ingérés par les organismes qui habitent cet écosystème. Ça, c'est assez bien documenté. Et ils peuvent également subir ce qu'on appelle le phénomène de biofouling. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez avoir la particule de plastique qui va arriver dans l'eau et vous allez avoir un développement de biofilm à sa surface. Mais qu'est-ce que le biofilm ? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent ce que c'est qu'un biofilm ? Ah, waouh, ok, bon. On va passer rapidement là-dessus. Du biofilm, on en trouve partout. Et si on devait le résumer en une phrase, si vous immergez une surface dans l'eau, vous allez avoir un développement de micro-organismes qui vont venir vivre tous ensemble et vont se protéger avec une matrice adhésive. Et nous, on va s'intéresser aujourd'hui particulièrement au biofilm algal. Alors, lui, il a pour particularité d'être déjà riche en microalgues et d'être un producteur primaire qui va rendre une multitude de services écosystémiques. Il va, par exemple, servir de source d'aliments pour les consommateurs primaires. Ici, vous avez l'exemple de l'écrevisse à taches rouges en train de se délecter de son petit plat de biofilm. Et il peut avoir aussi d'autres rôles. Il peut, par exemple, intervenir dans le devenir des contaminants. On l'a documenté avec les métaux. Et nous, comme on s'intéresse au microplastique, on va essayer de voir comment il interagit avec le microplastique. Donc, il peut subir le phénomène de biofouling, comme je vous le disais, mais il peut aussi potentiellement avoir une accumulation des microplastiques dans la matrice du biofilm. Et ça, il y a une sorte d'angle mort sur cette deuxième partie. On n'a pas énormément de données là-dessus, et ça, c'est un enjeu parce que si on retrouve des microplastiques dans ce biofilm, ça va avoir des conséquences déjà pour le biofilm, dans le sens où on se demande est-ce que ça peut venir modifier la composition des communautés du biofilm, mais également pour les consommateurs du biofilm. Est-ce que les consommateurs vont être capables d'éviter ces microplastiques ou est-ce qu'ils vont devoir l'ingérer ? Et si oui, quelles vont être les conséquences ? Donc, cet angle mort, en gros, c'est l'objet de mon projet de doctorat qui s'intéresse, si on dit en une phrase, à essayer de voir dans quelle mesure le biofilm algal peut agir comme piège à microplastiques et comme source de microplastiques pour les invertébrés. Et donc pour la première partie du projet, donc est-ce que le biofilm algal peut agir comme piège à microplastiques ? Pour y répondre, on a réalisé des campagnes d'échantillonnage un peu partout dans les rivières de Québec et alentours, également dans le lac Saint-Pierre. Et en fait, le point commun des différentes stations d'échantillonnage, c'est qu'il y allait avoir une source de rejet potentiel de microplastiques, comme vous le pouvez le voir là-haut.
Et tous ces échantillons, on les a analysés avec différentes techniques d'analyse et on a effectivement trouvé des microplastiques à l'intérieur de formes et de compositions variées. Ça, c'est des microplastiques qu'on a retrouvés dans du biofilm collecté en rivière. On avait des fragments de polyacrylamide, des fibres de polyéthylène. Et on en a également retrouvé dans du biofilm collecté dans le lac Saint-Pierre, où cette fois-ci, c'était des fibres de polyéthylène essentiellement. Donc maintenant qu'on a répondu à cette première partie, on va essayer de voir nos consommateurs, ça va être quoi les conséquences pour eux, est-ce qu'ils l'ingèrent ou pas. Et pour répondre à cela, j'utilise comme organisme modèle la grande limonée d'eau douce, que j'aime quand même plus mon chat que la grande limonée d'eau douce, mais en tout cas, c'est juste que je le vois beaucoup plus que mon chat. Et à cette pauvre grande limonée, je donne du biofilm contaminé, donc en différents types de microplastiques. Donc on va avoir soit des microfibres, soit des microbilles, différentes tailles. On va avoir des tailles de l'ordre du micromètre, donc entre 90 et 100 micromètres, des tailles de l'ordre du millimètre, entre 0,1 et 2 millimètres. Et pour vous montrer à quoi pourrait ressembler une exposition, ça c'est le design que j'ai utilisé pour mon exposition courte, où j'avais donc différentes conditions. Il y avait les chanceux qui avaient du biofilm sain, et puis les moins chanceux qui avaient du biofilm avec des fibres, ou avec des billes, ou avec les deux. Et donc, après cette exposition courte, j'ai été analyser déjà leurs fesses, que j'ai dû collecter comme ça à plusieurs temps pendant l'exposition, c'était sympa. Mais également le tissu, dans leur tissu. Et l'idée, c'était de voir, oui, ils sont capables de l'ingérer, mais s'il faut, ils éliminent tout. Comment est-ce qu'ils interagissent, en fait, avec ces microplastiques. Et en termes de résultats, deux résultats principaux. La première est que la quantité de microplastiques qu'ils vont ingérer va dépendre de la taille de ces microplastiques. C'est ce que vous montre ce graphique très très simplifié. Donc plus la taille augmente, plus la quantité de microplastiques va diminuer. Et l'autre deuxième résultat principal, c'est qu'en termes d'élimination, le fait de récupérer comme ça les fesses à plusieurs temps, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait une plus grande capacité d'élimination dans les premières heures comparé aux dernières heures d'exposition, donc une influence du temps, mais également une influence de la forme, dans le sens où ceux qui étaient exposés à des microbilles ou à un mélange de microfibres, microbilles, éliminaient plus facilement les billes que les microfibres. Donc maintenant que je sais qu'il y a bien une ingestion, quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'il va y avoir, je ne sais pas, une influence sur la mortalité? Est-ce qu'il va y avoir une influence sur la croissance? Est-ce qu'il va y avoir des dommages tissulaires? Donc ça, c'est l'objet de ma deuxième expérience, dont je ne pourrais pas vous présenter les résultats aujourd'hui, mais je vous ramène... j'ai quand même fait des petites recherches bibliographiques pour vous donner des petits éléments de réponse d'ici à la sortie des résultats. Et là, je vais vous parler d'une étude qui a un peu fait la même expérience sur une différente espèce d'escargot, mais en tout cas, c'est un escargot d'eau douce, sur la même durée que moi. Et ils ont constaté déjà, d'une part, qu'il y avait une influence sur la reproduction, c'est-à-dire que les escargots, eux, qui avaient mangé du biofilm sain, ils ont retrouvé des masses d'œufs, alors que ceux qui avaient mangé du biofilm avec des microplastiques, inhibition de la reproduction. Il y a aussi une influence sur la croissance, où là, pareil, les escargots sains ont pu continuer leur croissance à la fin de l'expérience, tout se passait bien. Et puis ceux qui ont ingéré du biofilm contaminé, leur croissance a été grandement altérée. On avait une vraie différence entre les individus. Donc voilà un peu pour les insights. Et puis je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation. En voyant l'image dedans avec les biofilms, ça me rappelle qu'il faut que j'aille chez le dentiste bientôt. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'on aurait des questions? Oui. Oui, Alexis Thibault, directeur de Bistrobrain. Blague à part, je veux savoir, c'est quoi le nom de tes escargots? Non, c'est tes animaux de compagnie. J'imagine qu'ils ont un petit nom affectueux. Non! J'aime vraiment plus mon Escargot chat. 1, escargot 2, escargot 3. Escargot puni, escargot en liberté. C'est bon, merci. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? On aurait le temps pour 1 à 2 questions. Oui.
Émilie. Sorry. Mais en fait, j'ai 2 questions. Ça m'a accroché dans ton intro quand tu as dit à partir de 1960. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à regarder les pollutions? Pas que c'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à regarder, mais c'est seulement à ce moment-là qu'on a été capable d'aller détecter leur présence, qu'on avait des méthodes d'analyse suffisamment abouties pour aller détecter la présence de ce type de contaminants dans l'environnement. Et puis aussi, j'imagine qu'il y avait peut-être aussi une question d'intérêt. C'est peut-être seulement à ce moment-là que ça a commencé à intéresser le monde de tout ce plastique qu'on produit. Qu'est-ce que ça devient? Il y en a plein partout. Ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai peut-être une deuxième. Quand tu récupères les fesses, est-ce que les morceaux de plastique sont dégradés ou ils sont encore intacts? Pour les microfibres, il y avait une petite altération au niveau de la couleur. Mais pour les microbilles aussi, finalement. Mais c'était pas très important. Et je ne serais pas trop capable de dire si c'est si c'est l'effet du traitement ou si c'est vraiment mes escargots qui ont dégradé. J'aurais tendance plutôt à dire que c'est l'effet du traitement parce que l'exposition a été trop courte, d'après moi, pour qu'il y ait une influence du microbiote de mes escargots sur l'aspect de mes contaminants. Ou l'acidité de... Ou l'acidité de leur contenu intestinal. Ouais. Probablement. Ouais, probablement. Super, donc si on n'a pas d'autres questions, mais je te remercie beaucoup. On va passer à la prochaine présentation.